Nous vivons dans un pays où la possession d'armes est strictement encadrée. Un citoyen lambda ne peut se balader avec un pistolet ou encore moins avec un fusil d'assaut, contrairement aux USA. Et pourtant, chaque année, plus d'1 million de Français prennent un fusil, le chargent, visent et tirent. Il s'agit des chasseurs, des tireurs sportifs ou des forces de l'ordre. Et certains d'entre eux utilisent des armes qui, sur le papier, sont bien plus puissantes que celles qu'on confie à la police. Alors, pose-toi la question, comment tout cela est possible ? Pourquoi un chasseur a-t-il accès à une carabine qui peut tuer un sanglier de 200 kg à plus de 300 mètres, tandis qu'un policier en service n'a qu'un pistolet simple dans les poches? Est-ce que cela veut dire que les chasseurs et tireurs sportifs sont mieux armés que les forces de l'ordre? Ou est-ce qu'on confond la puissance brute avec la vraie puissance, celle qui est organisée, stratégique et structurée? En tout cas, ce débat revient très souvent autour des discussions des armes, de la sécurité et de la légitime défense. Certains fantasment sur le chasseur ou les tireurs sportifs comme un soldat rural, d'autres perçoivent la police comme une armée bridée par la loi. Mais dans cette vidéo, nous allons aller en profondeur, dans une réalité qui est beaucoup plus complexe, mais surtout plus surprenante que ce que vous pensez. Alors abonne-toi mon ami, aujourd'hui nous allons aller plus loin que les clichés. Quand on parle de puissance d'arme à feu, on utilise une unité appelée le joule. C'est ce qui mesure l'énergie envoyée au moment du tir. Pour te donner un exemple, un coup de poing d'un boxeur tel que Mike Tyson en moyenne est de 500 joules et de 1000 joules à 1200 joules pour les knockouts. Une flèche d'un chasseur bien tendue, on parle ici de moyenne de 70 à 120 joules. Maintenant, écoute bien, une carabine de chasse peut atteindre jusqu'à 4200 joules. C'est donc 2 fois plus puissant qu'une patate de Mike Tyson et voire 10 fois plus puissant qu'un pistolet de police qui tourne aux alentours de 450 joules. Une balle de 30,06 qui sort du canon, c'est presque 800 mètres par seconde. C'est donc 3 fois la vitesse du son. En termes de portée, un chasseur peut atteindre jusqu'à 300 mètres avec une lunette. Les policiers, eux, sont plus habitués à s'entraîner sur des cibles en mouvement de 25 à 30 mètres. Sur le papier, le chasseur, oui, pour l'instant, le chasseur a l'avantage. Mais l'histoire ne fait que commencer. La puissance d'impact mesurée en joules peut atteindre 10 fois celle du pistolet d'un policier. Une telle énergie cinétique est vraiment à maîtriser avec une extrême rigueur. Ce n'est pas une force défensive, c'est une arme létale conçue pour la nature et marquer l'arrêt de l'animal chassé après un tir. Et surtout pas pour les rues. L'inadaptation en zone urbaine, mais voilà, cette puissance devient un danger, un grand danger en zone urbaine, mes amis. Plusieurs accidents tragiques arrivent, des balles traversent des villages, finissent malheureusement par ricocher, atteignent des fenêtres et des surfaces assez souples et finissent par causer des drames dans certaines familles en France. En ville, malheureusement, les murs, les vitres, toutes ces surfaces souples n'arrêtent pas les balles et malheureusement tout devient un risque. Et c'est pour ça que la police utilise des armes moins puissantes mais plus contrôlables, avec des munitions qui s'arrêtent dans les corps ou même dans les cloisons. Moins de risques, moins de dommages collatéraux, moins de dégâts, plus de précision pour le chaos. Donc là n'est pas un problème de compétence de la police mais une question d'environnement. Le danger n'est pas dans la faiblesse de l'arme mais le danger vient de où finit la balle après un tir. Troisième point, le vrai arsenal de la police. La puissance brute c'est une chose, la précision c'en est une autre. Ce n'est qu'en 1972 que la France comprend qu'elle aura besoin d'une unité capable de pouvoir rivaliser avec ses adversaires sans qu'il y ait un bain de sang, sans qu'il y ait de massacre. 8 terroristes de Septembre Noir sont entrés dans le village olympique avec des armes dans leurs sacs. Ils prennent en otage 9 athlètes de la délégation israélienne. 2 sont tués en tentant d'empêcher la... Aujourd'hui, un tireur du GIGN, un sniper, pour aller plus vite, est capable de toucher une cible à plus de 500 mètres dans l'obscurité et même à travers un mur. Leur puissance ne vient pas de leur calibre, mais du maîtrise totale de la situation. Leur équipement dépasse même certaines armées dans le monde et aucun civil ni aucune personne ne peut s'approcher d'un tel niveau d'intervention calculé. La police est très loin d'être désarmée, elle utilise des armes d'une particularité et d'une redoutabilité que vous ne pouvez imaginer. Elle utilise des pistolets automatiques de qualité, des fusils à pompe, des LBD et dans les cas graves des fusils d'assaut comme le HK, la G36 et même parfois le FAMAS. Certains cas les plus compliqués avec des véhicules difficiles à éteindre, missiles Stinger. Et ce n'est pas tout pour les forces spéciales, tout ce qui est RAID, GIGN, des snipers, des fusils de précision, des munitions. Comme ce tireur d'élite. Son fusil de gros calibre est capable de stopper un véhicule d'une seule balle. Je me mets dans l'axe et j'ai surtout comme repère dernier poteau électrique 500 mètres. Ça me permet de... Même de nuit, là, t'es... Des dispositifs anti-bombes, des armes silencieuses, des armes nocturnes, des armes qui peuvent même atteindre l'adversaire à travers les murs. Quatrième point, alors,
qui est vraiment le plus armé? Les chasseurs et les tireurs sportifs ou les forces de l'ordre? Tu te dis peut-être que les chasseurs ont plus de puissance, mais la police a plus de stratégie et c'est exactement ça. Le chasseur a des armes plus puissantes dans un cadre légal et strict pour marquer l'arrêt, faire le moins souffrir la bête après un tir, en tout cas pour une mission totalement différente de celle des forces de l'ordre. La police, elle, a des armes pensées pour intervenir, maîtriser et pas forcément pour tuer une personne à plus de 300 mètres. Un chasseur, lui, passe un permis, apprend les règles de sécurité, les types de gibier et à tirer fichant, c'est-à-dire un tir qui va aller de haut en bas. Mais un policier lui s'entraîne chaque mois sur des cibles mouvantes en gérant son stress et surtout il doit répondre de chacun de ses tirs devant sa hiérarchie et même des fois répondre devant les médias. Le chasseur lui tire pour neutraliser, nourrir et chasser. La police elle tire pour neutraliser, éliminer une menace le plus rapidement possible dans un cadre légal et strict. Et c'est ce qui fait toute la différence sur la législation des armes en France. Voilà les amis, avant parfois malheureusement la police était moins armée que certains criminels, mais avec le temps, après certains drames qu'il y a eu, la France a décidé de renforcer l'armement de ses unités. Le GIGN a été modernisé, les brigades d'intervention sont nées. Et l'État a compris que l'arme seule ne suffisait pas. Derrière ça, il fallait aussi une doctrine et des stratégies. La chasse en France, elle, est restée un domaine ancestral, c'est-à-dire un domaine traditionnel. On tire toujours avec des armes de catégorie C, des fusils, et très différent en tout cas de la chasse en Amérique où c'est que vous pouvez voir sur internet, les mecs chassent avec des fusils d'assaut, et ça en France, c'est pas du tout pareil. En tout cas, j'espère que ma petite analyse, comparaison t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, tu peux t'abonner à la chaîne, il y aura d'autres vidéos dans ce style. N'hésite pas dans les commentaires à dire si tu as des idées ou d'autres types de vidéos dans ce style que tu voudrais que j'analyse. C'était Scotty et je vous laisse dessus mes amis. Ciao tout le monde.